Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici le sommaire. Ce 4 décembre, c'est la journée internationale des banques, une journée qui reconnaît leur potentiel dans le financement du développement durable et leur rôle vital dans la contribution de l'amélioration du niveau de vie. Et sachez-le, une bonne hygiène bucco-dentaire dès le premier âge est importante. Elle aide à protéger les dents pendant des décennies. Mieux, de petits gestes simples permettent de garder ses dents en bonne santé. Et enfin, on va aborder la place et l'importance des œuvres littéraires pour le développement. Rapi Goudou, gestionnaire de patrimoine, nous en parle dans un instant. À quoi sert une banque? Cette question peut sembler banale et pourtant elle a tout son sens. Ce 4 décembre, journée internationale des banques. En choisissant ce jour, les Nations Unies veulent mettre l'accent sur le rôle incontournable des banques dans le financement du développement durable, en particulier dans l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités. Plus de précisions à travers cet élément. Elle se démarque aisément du reste des acteurs économiques. La banque est une institution à vocation dont la fonction est de proposer des services financiers tels que la collecte de l'épargne, la mise à disposition de prêts et la gestion des moyens de paiement. Elle est au cœur du développement économique. En dehors des banques centrales, nous avons 3 types de banques de façon générale. Nous avons les banques de développement. Nous avons des banques d'affaires et des banques commerciales. Donc, il faut dire qu'au Bénin, la plupart des banques qui existent sur la place sont des banques commerciales. On en dénombre plus d'une dizaine, dont les intérêts sont défendus par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, la PBEF. Bien d'aspects sont encore à revoir par les banques pour l'ultime satisfaction des clients, dénonce le porte-voix des consommateurs, Robin Akombessi, qui, à de nombreuses occasions par le passé, a saisi la PBF. Lorsque vous prenez l'épargne, en principe, d'après une instruction de la BCEAO, les ouvertures de compte sont gratuites. Mais vous pouvez noter que lorsque vous allez en banque ou dans certaines banques, pour faire des ouvertures de compte épargne, on vous demande de faire un dépôt minimum. Lorsque vous prenez les différents types de services que la banque offre, en principe, je vais parler par exemple des relevés de compte, je vais parler des services qui sont liés à la tenue de compte. Malheureusement, on ne vous explique pas ce que coûte le service au début. Les pratiques liées au service de la dette sont aussi indexées. Les prêts, on vous les dit, c'est à des taux intéressants, mais dans la réalité, lorsque vous allez observer de près, on cumule un certain nombre de taxes, de prélèvements. En ce qui concerne le taux d'intérêt appliqué par la banque, il faut dire que la BCEAO a fixé un seuil, donc c'est encadré. Et le seuil maximum à ne pas excéder, c'est 15% pour la banque. Une banque qui voit ses charges d'exploitation augmenter va forcément faire un taux d'intérêt un peu plus élevé que les autres. Donc, il revient au client, d'accord, de faire un sondage sur le terrain. C'est-à-dire que le client doit s'informer, en fait. C'est surtout ça, en réalité, c'est l'information. À ce propos, justement, le porte-voix des consommateurs revient à la charge. Quand vous allez dans les banques, observez bien, vous allez voir que si ils ont disponible les conditions générales de banque affichées, parce que la loi leur impose ça, c'est fait dans des caractères difficiles à lire. C'est des dispositions qui font écran à la mise à disposition du consommateur d'une information juste et vraie. Pour l'heure, les services bancaires, notamment les crédits bancaires, ne sont accessibles que pour une frange de la population béninoise. Les opérateurs économiques disent avoir du mal à tirer profit des offres des institutions de microfinance qui constituent pourtant une alternative en la matière.
Adopter une hygiène bucco-dentaire irréprochable depuis l'enfance est importante pour la santé, d'autant que les infections bucco-dentaires sont très fréquentes et peuvent être responsables de la perte précoce des dents. Un peu de prévention associée à quelques petits gestes simples de la vie quotidienne permettrait de garder les dents saines et en parfaite santé. Du moins, c'est ce que nous dit ce reportage. On va regarder un peu, je vais voir ce qui se passe. Hermine souffre des maux de dents. Ne pouvant plus supporter la douleur, elle consulte son dentiste. Après diagnostic, le docteur constate que le mal l'a totalement atteint avant que sa patiente ne vienne en consultation. La plupart du temps, c'est ça. Le patient, en général, vient en consultation à partir du moment où il sent des douleurs. En fait. Et ces douleurs sont généralement dues soit à une carie, soit à un problème de gencive, mais dans 60 à 70% des consultations que nous recevons, ce sont des consultations dues à une douleur. Comme Hermine, plusieurs personnes attendent malheureusement de ressentir des douleurs atroces dans la bouche avant de se rendre chez le dentiste. Moi, je n'ai jamais été chez un dentiste pour faire la vérification si j'ai un problème de dents ou pas. Je suis allé voir un dentiste une fois. Il faut dire que j'avais un problème de carie dentaire et c'est là-bas que j'ai découvert en fait l'importance de l'entretien de la bouche. J'aimais bien manger les sucreries telles que du lait en poudre. J'aimais aussi sucer du lait concentré et puis j'aimais plus des caramels. J'ai commencé à ressentir les maux de dents quand je dors la nuit. Je sens comme si ma dent était en train de tirailler des dents, des douleurs un peu, et puis je vais pleurer toute la nuit. Le dentiste a dit qu'il doit me faire la plomberie, donc régulièrement j'ai pris moi-même goût et puis j'ai commencé à me rendre dans des cabinets dentaires. Une toute première visite chez le dentiste est recommandée dès la poussée dentaire chez le bébé et vers l'âge de 3 à 4 ans chez les enfants. Mais à en croire ce professionnel de santé, très peu de parents ont pris l'habitude de venir en consultation avec leurs enfants. Le pourcentage de parents qui viennent juste pour un contrôle et un détartrage systématique, il est réduit à peu près à 6 ou à 7%. Dans la majorité des cas, les parents viennent quand les enfants ont une douleur. Rendre fréquemment visite au dentiste permet d'éviter bon nombre de désagréments. Quand vous allez attendre que les maladies vont venir avant que vous n'allez voir un dentiste pour vérifier votre dent, ça serait trop tard. L'hygiène bucco-dentaire est très importante pour l'être humain en général, pas seulement pour les enfants. L'hygiène bucco-dentaire doit être aujourd'hui la priorité de tout le monde. À partir du moment où le brossage est fait régulièrement, matin, midi, soir, ou si possible matin et soir systématiquement, les bactéries n'ont pas le temps en fait de désagréger des choses au niveau de la cavité buccale. Surtout, il faut opter pour une alimentation saine et variée. Le sucre, l'alcool ou encore les jus d'agrumes sont à consommer avec modération. En plus du plaisir qu'il procure, le livre permet de lutter contre l'illettrisme et d'accompagner l'être humain dans son développement global. De la place du livre aujourd'hui et demain dans la société et des réformes engagées au Bénin pour assurer la création littéraire. Rapigoudou, gestionnaire de patrimoine, en parle à travers cette interview. Le livre est l'instrument privilégié du savoir. Et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays, parce que le livre, avant de devenir ce document, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible, parce que la finalité, c'est, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. 1, ça nourrit la connaissance, et 2, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir donc de cette connaissance-là
pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là, où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au Fonds des arts et de la culture. Donc ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un souffle de soulagement, donc un bouffée d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. Hors de nos frontières, à présent, la Côte d'Ivoire a entamé la construction d'une centrale à biomasse de 46 MW à Aboissou. La structure sera la plus grande d'Afrique de l'Ouest et devrait être opérationnelle dans 2 ans pour fournir une énergie fiable et à un coût compétitif. Le projet sur lequel mise le gouvernement ivoirien pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 à 50% d'ici 2030. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Des résidus de feuilles de palmier pour créer de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est la promesse de la future centrale à biomasse en construction ici à Aboissou, dans le sud-est du pays. Prévue pour 2024, la centrale la plus grande d'Afrique de l'Ouest permettra de brûler 500 000 tonnes de déchets de palmier. La combustion créera de la vapeur d'eau qui produira ensuite de l'électricité. On utilise la biomasse, qui est un résidu naturel de l'agro-industrie existante déjà en Côte d'Ivoire et qui est en plus disponible en grande abondance dans ce pays, qui permet de produire à peu près 350 gigawattheures par an d'électricité. Évidemment, ça parle peu, mais quand on le traduit en nombre de personnes que ça permet d'alimenter, c'est 1,7 million de personnes que l'on peut alimenter en électricité grâce à cette centrale. Des arguments qui séduisent les investisseurs sur le climat, notamment au sein de l'Union européenne. Ici à Côte d'Ivoire, le potentiel pour la transition énergétique, on peut regarder d'abord la possibilité d'investir dans l'énergie renouvelable. Il y a un énorme potentiel. Il y a aussi un énorme potentiel de saisir toutes les opportunités pour être plus efficace en termes de consommation d'énergie. L'État ivoirien veut porter à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, qui est composé pour l'instant majoritairement d'énergie thermique. Pour cet expert en énergie, ce défi est déjà en phase d'être relevé. La Côte d'Ivoire est déjà dans la transition énergétique parce qu'il s'agit d'une transition. Et les objectifs aujourd'hui, c'est d'être au-delà d'une 50% en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable d'ici 2030. La Côte d'Ivoire produit majoritairement de l'énergie thermique et hydraulique qu'elle revend aux pays frontaliers. Si cette transition énergétique aboutit, le pays pourrait alors devenir le hub énergétique de toute l'Afrique de l'Ouest. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. À bientôt.